parce que c'est une guerre aussi de communication. Quand les terroristes attaquent, il n'y a pas de problème, hein. On n'en parle pas trop. Mais quand nous, on a des victoires, subitement, on entend du tout, des droits de l'homme et tout. C'est leur guerre à eux. Alors justement, cette guerre de communication, quel impact a-t-elle sur l'opinion publique burkinabé, sur la population? Je pense que la population, la majorité, la masse populaire, comme je dis, peut comprendre facilement. Parce que eux, ils souffrent beaucoup de ça. Mais il faut reconnaître aussi que la colonisation a beaucoup d'effets. Il y a beaucoup de gens aussi chez nous, que nous appelons des valets locaux, qui aussi se retrouvent souvent sur les ondes même de ces médias occidentaux-là, pour dénigrer leurs propres forces armées, pour dénigrer leurs propres combattants. C'est déplorable, mais c'est des Burkinabés qui le font. Donc il y a un gros travail que nous devons faire pour changer un peu les mentalités. Voilà, ces mentalités coloniales qui existent toujours chez certains, qui sont prêts toujours à servir donc le maître, se comportent en esclave. Ça fait partie. En interne, au sein même du pays. Bien sûr, bien sûr. Il y en a au sein du pays qui appellent donc sur les médias occidentaux. Même certains reporters qui travaillent pour eux, bien qu'africains, savent bien ce qui se passe, mais ils racontent ce qu'ils veulent. Hein. C'est déplorable. Alors justement, en parlant de cette guerre de communication, de ce paysage médiatique, comment jugez-vous l'arrivée de médias russes, par exemple, en Afrique, qui donnent un point de vue alternatif? L'arrivée des médias russes, nous voulons des médias qui vont sortir la vérité de ce qui se passe. Alors, quand des gens, par exemple, nous traitent de ne pas respecter les droits de l'homme, je pense que le militaire, la première chose qu'il défend, c'est le droit à la vie. Parce qu'il se sacrifie pour permettre aux civils de vivre. Lorsque on sait qu'il y a la mort quelque part, le militaire y va. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte mieux que les forces combattantes le droit à la vie. Donc, c'est le premier droit. Mais si les médias russes font sortir la vérité de cette guerre, ils sont les bienvenus. Ceux qui veulent mentir sur cette guerre, on ne va pas bien sûr s'entendre. Parce que l'objectif pour certains, c'est d'intoxiquer nos populations à se retourner contre nous. Et pour pouvoir, atteindre leurs objectifs clandestins. Donc, nous n'allons pas permettre cela. Et vous ne le permettez pas. Il y a des chaînes et des stations de radio qui arrêtent d'être émises. Bien sûr. Et ça va continuer. Tant qu'un média ne va pas se mettre dans le sens de la vérité, c'est pas seulement les médias occidentaux, même les médias nationaux. Je sais que certains seront censurés s'ils continuent dans une certaine lancée. C'est comme ça. Eux aussi le font. En Europe, lorsque quelque chose ne va pas avec leur assentiment, ils sanctionnent les médias, ils ferment les médias. Je pense que vous-même, vos médias sont fermés là-bas, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Ils font leur propagande, mais on ne va pas permettre qu'on vienne faire la propagande chez nous. Donc, notre population a droit à l'information juste et on va passer ce que nous devons passer. D'accord. Alors, de façon plus concrète maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sécuritaire sur le terrain? Vous êtes un militaire, vous êtes un homme de terrain, justement. Alors, quelle est-elle aujourd'hui? La situation sécuritaire, elle est, comment je vais dire, on la contient. Parce que n'oubliez pas quelque chose, à un moment donné, certes, il y a un ascendant terrible sur l'ennemi. L'ennemi se rééquipe, on ne sait pas comment. Actuellement, nous rencontrons un certain type d'armement, un certain type de munitions. Voilà, on se demande d'où ça vient. Mais c'est ce que je dis, c'est déplorable peut-être que ça fuite de certaines zones de conflit jusqu'à chez nous. Donc, actuellement, nous sommes à la phase d'organisation et d'équipement. On peut dire qu'on a introduit la guerre parce qu'on attritionne l'ennemi. Mais la vraie guerre, le développement, ça va commencer bientôt. Alors, justement, quelle sera cette deuxième phase? La deuxième phase sera intense, surtout au sol. Surtout au sol, parce qu'il va falloir mettre pied dans les sanctuaires. Il va falloir déloger dans toutes les forêts où il se trouve et assurer maintenant une sécurité à partir d'une certaine ligne pour qu'il n'y ait pas d'infiltration et tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages, comme je dis, qui avaient été, en fait, occupés ou une zone sous contrôle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette zone au Burkina où l'armée ne peut pas se rendre. On va partir. Peu importe, il n'y a pas cette zone où on ne peut pas se rendre. Mais il s'agit de les neutraliser dans leur sanctuaire, ceux qui pourront fuir, quitter le territoire, de mettre un dispositif de surveillance pour les empêcher de pouvoir infiltrer notre territoire. Alors après, il y a ce problème de porosité entre les frontières de vos pays voisins. Et j'imagine que ces groupes terroristes jouent sur ça, se réfugier
dans un pays voisin, le temps de, je sais pas, de se renforcer et revenir plus tard. Comment régler ce problème-là avec peut-être justement les autorités des pays voisins? Il faut qu'on soit audacieux. Voilà, c'est une guerre. Peut-être que si il n'y avait pas de mer extérieure, on avait carrément baissé la température. Mais comme il y a des mers extérieures, il faut qu'on soit audacieux. Quand je regarde, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, dans le conflit actuellement russo-ukrainien, il faut pouvoir faire des infrastructures qui puissent empêcher l'ennemi d'être mobile, de pouvoir traverser nos frontières. C'est des mesures physiques. Par Ça exemple, peut être des mesures passives. Par exemple, vous avez, quand vous regardez la ligne de front actuellement en Russie-Ukraine, il y a des grosses fortifications, des tranchées, des dents de dragon, beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles physiques qu'on peut mettre. Et au niveau des frontières. bien sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont construit des murs anti. S'il le faut, on le fera. Et aussi associé à cela beaucoup d'autres moyens passifs. Mais toujours est-il qu'il faut empêcher, coûte que coûte, l'ennemi de pouvoir faire ce jeu. Et quelles sont vos relations actuelles avec les pays voisins qui souffrent des mêmes problèmes que le vôtre? Donc, les relations avec les pays voisins, avec la plupart, ça se passe plus ou moins bien. Avec le Mali, où on a la plus grande frontière, 1000 et quelques kilomètres, ça se passe très bien, parce que on interopère. Il y a une communication et Oui, une très bonne communication. On rentre au Mali, les Maliens rentrent chez nous, il n'y a pas de problème. Avec le Niger aussi, on a connu des difficultés, il faut le dire. Mais on espère que ça sera surtout en ce résolu. moment, oui. Oui, actuellement, avec la situation qui prévaut, tout est un peu flou. Mais on espère pouvoir reprendre rapidement les opérations là-bas parce qu'on a aussi une grande frontière. Mais avec les pays au sud aussi, il n'y a pas de problème, on opère. Oui. Alors vous avez parlé de la reconstruction de votre armée. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en équipement aujourd'hui? Bien sûr, on a des besoins spécifiques parce qu'il faut la moderniser, l'armée. Ça ne peut pas rester... La guerre doit nous réveiller, en fait. On ne doit pas prendre ça pour s'apitoyer sur nous-mêmes. On doit prendre ça comme une mesure qui doit nous booster. Voilà. Donc, quand on regarde l'intensité, on apprend de nos échecs parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne. Lorsqu'on perd, il faut faire rapidement un retour d'expérience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que l'ennemi a utilisé, ainsi de suite. Mais il faut s'équiper. Et je pense que c'est de ça qu'on discute avec la partie russe. Alors justement, vous avez émis le souhait de diversifier vos partenariats militaires. Aujourd'hui, quels sont-ils, ces partenaires militaires, avec qui? Oui, nous avons de nouveaux partenaires qu'on salue en tout cas au passage. On en a beaucoup. La Fédération de Russie, c'est un très bon partenaire. La Turquie, Également, oui. c'est un très bon partenaire. La Chine, voilà. La dernière fois, je disais, ils nous ont même fait des dons. Voilà. L'Iran, la Corée du Nord, on a beaucoup de partenaires. D'accord. Voilà, qui nous appuient, qui nous donnent, en termes d'équipement, souvent des choses très intéressantes. Et on espère pouvoir, améliorer ce partenariat-là. Par exemple, est-ce que la composante aérienne est importante pour vous? Très importante. D'ailleurs, actuellement, c'est l'un des paramètres très importants pour nous parce que ce soit la surveillance, que ce soit l'attaque, le combat, voilà, la reconnaissance, voilà. C'est très important pour nous. Et on maximise quand même sur ça. Et de quoi disposez-vous à l'heure actuelle? Vous estimez que vos besoins sont remplis? Je vous ai dit on va moderniser l'armée, on peut pas vous dire ce qu'on a, mais on prendra toujours plus. Parce qu'il faut se préparer à toute éventualité. Nous ne savons pas ce que l'ennemi aussi pourrait avoir. Alors, des élections sont prévues pour l'année 2024. Vous êtes président de la transition. La situation, vous avez bon espoir qu'elle puisse se stabiliser pour pouvoir maintenir ces élections à temps? Nous avons souhaité finir le plus vite. Malheureusement, on ne nous a pas facilité la tâche. Il faut le reconnaître. Voilà. Et comme je vous dis, on sent que il y a des mains extérieures qui arment l'ennemi, qui l'équipent de plus en plus. Voilà, donc notre espace est constamment gelé, ça on ne cesse de le dire. On ne sait pas pourquoi des avions rentrent et atterrissent, mais tout porte à croire que c'est une livraison logistique. Ça doit s'arrêter parce qu'on va passer à un autre camp. Et plus ceux-là qui demandent les élections compliquent la tâche, la guerre sera longue. Si on veut que la guerre s'arrête, il faut que, voilà, les gens arrêtent ce jeu en fait. Donc, ça dépend d'eux. Donc c'est
d'abord rétablir la sécurité. D'abord. Parce qu'il faut qu'on quitte ce concept d'élection, ça se passe juste à la capitale, non. Tout le monde est burkinabé au même titre. Il faut que les gens arrivent à aller dans tous les villages. Sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Passer le message, leur programme, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les Burkinabés, et que les Burkinabés puissent choisir qui ils vont voter. Sinon, si ça se limite à un groupuscule, quand vous prenez les statistiques des élections passées, non, c'est déplorable. Sur 24 millions de personnes, si on se retrouve avec 3 millions qui votent, je pense pas que ce sont des élections. La masse populaire se retrouve à souffrir seulement parce que, voilà, c'est pas représentatif. Et à l'heure actuelle, vous estimez avoir le contrôle sur quel pourcentage du territoire burkinabé? Bon, en termes de pourcentage, je n'aime pas parler en termes de pourcentage, parce que si on va parler de pourcentage, on peut se lever aujourd'hui sur des terrains que des gens pensent que c'est rouge, on part s'installer et puis il n'y a rien. Donc je vous disais qu'il n'y a pas cette partie du Burkina, on ne peut pas s'installer. D'accord. Voilà. Mais nous ne souhaitons pas réinstaller des populations dans certaines zones pour ne pas... voilà, c'est une guerre, c'est une guérilla pour que les gens n'infiltrent pas et viennent de causer des pertes. Parce que la menace est mouvante, justement. Très mouvante, c'est une guérilla, donc voilà pourquoi. Il y a des villages libérés, mais on les réinstalle pas d'abord, on dit de patienter. Mais beaucoup d'autres aussi sont réinstallés parce qu'on est concentré sur une zone pour finir un travail avant d'aller ailleurs, même si on cherche à nous disperser. D'accord. Voilà. Et d'où aussi l'importance des infrastructures civiles, comme les routes, vous en parliez tout à l'heure, pour pouvoir avoir ces déplacements, alors à la fois des militaires, mais aussi des civils, justement, qui puissent se déplacer facilement pour éviter ces attaques terroristes. Bien sûr, bien sûr. C'est très important, les routes. On prend ça, c'est la guerre, l'infrastructure routière et puis le développement, voilà. Surtout pour un pays enclavé comme le vôtre. Vous avez besoin de routes. Quels sont les axes les plus importants de votre pays? Il y a plusieurs axes importants. En tout cas, toutes les routes nationales, on aurait souhaité que tout soit bitumé. Et ça va, nous pensons que si on arrive à bitumer le maximum de routes, ça va diminuer un peu l'effet du terrorisme. Parce que j'ai dit, il y a des zones qui se sont retrouvées enclavées. Ils produisent, mais ils n'ont aucune capacité de transporter vers la capitale. De par le manque d'infrastructures. Exactement. Et puis, ils se sont frustrés, ils se sont révoltés, et puis donc, on espère pouvoir faire ces routes, même si aujourd'hui, les terroristes nous empêchent de pouvoir faire ces routes. Mais on va forcer, on va le faire. Ça va les bénéficier tous. Peut-être certains vont déposer les armes et reprendre les activités. Voilà, c'est très important. J'aimerais évoquer un nouveau sujet avec vous. Vous avez reçu récemment à Ouagadougou une délégation des BRICS. Alors, on en parle beaucoup en ce moment. Que peuvent concrètement apporter ce groupe de pays des BRICS au Burkina Faso? Exactement, on les a reçus, on les a même croisés encore ici. Il y a beaucoup de choses en perspective avec le BRICS. Le groupe des BRICS, c'est beaucoup d'investisseurs. Donc, d'un certain nombre de pays. C'est pas uniquement les 5 pays qui composent le BRICS, parce qu'il y a d'autres pays qui ont adhéré, même si le sigle n'est pas dans le BRICS. Ce sont des investisseurs qui viennent, on discute de certains domaines clés. Et on est avancé sur beaucoup de domaines, que ce soit la santé, l'industrie, les mines, l'agroalimentaire, beaucoup de sujets, on en discute, et même les infrastructures routières, puisqu'il y il y a des investisseurs qui sont prêts à investir. Alors concrètement, c'est ça, c'est des investisseurs de ces pays ou des pays partenaires des BRICS qui proposent d'investir dans votre pays. Bien sûr, puisque nous on définit les priorités. C'est ça aussi avec les BRICS, on définit nos priorités et ils envoient les partenaires nécessaires qui veulent investir dans ces domaines-là. Dans le cadre que vous avez défini. Bien sûr, dans le cadre qu'on a défini. Nous sommes formels, il n'y a plus question des institutions qui nous prêtent l'argent ou qui viennent investir, et de sorte que nous restons toujours dans notre pauvreté. Nous ne sommes pas, c'est nous qui définissons ce dont nous avons besoin. Vous le faites selon les conditions qu'on aura discuté et arrêtées, et que ce soit profitable à nos peuples. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces priorités-là, justement? Je vous ai donné quelques domaines. Par exemple, les infrastructures routières, c'est très important pour nous. Ça, c'est vraiment tout en haut de la liste. Bien sûr, ça, c'est très important. L'agroalimentaire, parce que il faut qu'on arrive à produire et transformer ce que nous voulons consommer. Et ça, c'est très important pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. D'ailleurs, j'ai critiqué hier par rapport à ça. Il faut qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Et ce sont des questions très clés. Et il y a beaucoup d'autres domaines, l'énergie, l'industrialisation, beaucoup de choses. Voilà. Justement, sur le thème de la sécurité alimentaire, Vladimir Poutine, lors de la première session plénière
de ce sommet Russie-Afrique à parler de transfert de technologie. C'est des choses dont les pays africains sont demandeurs pour pouvoir développer votre propre secteur agricole pour que, à terme, vous soyez autosuffisant et même, d'après le président russe, que vous puissiez devenir exportateur. Alors, on en est encore loin, bien sûr, mais voilà, la Russie se propose d'accompagner les pays africains sur cette route-là. On n'est pas loin. Ça dépend de nous. On en a discuté tout à l'heure parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Et le président Poutine a été assez clair. Ils produisent beaucoup de machines agricoles ici. Donc j'ai dit c'est bien. Les céréales qu'on nous donne, c'est très bien, mais nous voulons produire. Et il dit ça tombe bien. Il y a beaucoup d'usines qui fabriquent des équipements agricoles. Les intrants aussi, on en fabrique ici. Et je l'ai même signifié, nous aussi, on a une usine d'engrais qu'on a mis en marche et on veut aussi faire une exploitation de phosphate chez nous pour produire l'engrais. Donc, on veut devenir le grand producteur et pouvoir exporter parce que on a la chance que presque tout pousse chez nous. Même le blé, en fait, ça marche bien chez nous. Mais, malheureusement, nos baffes ne sont pas... structure qui va autour. Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs une déclaration que vous avez faite lors de ce sommet. C'est voilà, alors je vous cite, pourquoi continuer à recevoir de l'aide humanitaire si nous, on a ce potentiel de pouvoir nous-mêmes nous nourrir, être autosuffisants. Voilà, c'est ça bien sûr. Moi, ça la finalité. La finalité, c'est ça. On ne veut pas, comme dirait le président capitaine Thomas Sankara, l'aide qui va nous aider à sortir de l'aide. On ne veut pas rester éternellement dans l'aide. Nous, c'est bien, aujourd'hui, il y a une situation humanitaire qui est là. Les pays nous donnent, des vivres et tout. Mais nous voulons, tous ceux qui sont passés l'essentiel, on a toujours passé le temps de dire, nous voulons qu'on puisse nous donner plus. Parce qu'on veut produire. On ne veut pas continuer à recevoir des dons. Non, il faut qu'on mette notre population. C'est une forme de dépendance, au final. C'est une dépendance. Toutes ces ONG qui pullulent chez nous, c'est ça, en fait. C'est pour nous garder dans l'assistanat. La mendicité chronique, non. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut remettre les gens au travail. Il faut qu'on produise. Il faut qu'on mécanise l'agriculture. On a assez de potentiel pour ça. Et d'ailleurs, tout au long de ce forum, c'est ce qu'on a entendu, les mots souveraineté, les mots partenariat, gagnant-gagnant. C'est vraiment maintenant ce que souhaitent les pays africains. Oui, beaucoup de gens aussi le disent, mais il faut qu'on traduise ça. Dans les faits. Souveraineté, c'est bien. On ne peut pas dire qu'on est souverain tant qu'on tend la main pour manger. L'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose de très important chez nous, les Africains. Quand on parle de dignité chez un père, lorsqu'il il rentre le soir, il n'a rien pour mettre dans l'assiette de son fils, il n'y a pas de dignité. Parce que sa femme est capable de faire du n'importe quoi. Il n'y a pas de dignité tant que vous n'arrivez pas à vous nourrir. Et donc, si on dit souveraineté, il faut qu'on lutte pour qu'on soit autosuffisant. Donc, c'est le message que je voulais passer. Certes, on va nous donner, mais il faut qu'on soit autosuffisant. Donc, souveraineté, c'est bien. Partenariat gagnant-gagnant. On en parle, mais il faut qu'on définisse clairement les termes. Nous, par exemple, nous disons, nous ne voulons pas exporter nos produits bruts encore, non. Nous produisons du soja, du sésame, de l'arachide. Tout ça, c'est des produits oléagineux. Mais nous ne voulons plus les exporter comme ça. On veut transformer et pouvoir exporter l'huile. On consomme et le surplus, on exporte. Avec une valeur ajoutée. Bien sûr. Sinon, si on prend tout en brut, on exporte. Regardez notre noix de karité, comment c'est banalisé. C'est une ressource naturelle. Mais on exporte toutes les noix. Les autres transforment. Même le chocolat de ça revient très cher. Les femmes, les produits cosmétiques et tout. Non, il faut qu'on arrête ça. On doit transformer. Une question pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui au Burkina Faso pour que son peuple soit enfin prospère? C'est qu'on peut souhaiter au Burkina. Je pense que pour tout le monde entier, il faut qu'on souhaite la paix d'abord. Que les peuples reviennent vivre en paix. Et on souhaite aussi que les gens ne s'ingèrent pas dans nos affaires. Parce que nous avons des capacités. Nous ne sommes pas à la traînée comme certains l'imaginent. On est capable de marcher seul. On n'a pas besoin qu'on nous tienne forcément la main. Si on demande de l'aide, aide-moi à franchir, oui. Mais il faut pas qu'on nous prenne chaque fois comme des enfants qui n'arrivent pas à marcher. Il faut les traîner la main pour leur montrer le chemin. On ne veut pas que les gens s'ingèrent dans nos affaires. Donc c'est souhaiter la paix pour tous les peuples du monde et aussi souhaiter la non-ingérence
souhaiter que le Burkina soit vraiment souverain. Le président Ibrahim Traoré s'exprime ici dans un cadre politique et diplomatique qui reflète les défis complexes auxquels le Burkina Faso est confronté. Il commence par dresser un bilan positif de sa participation au sommet Russie-Afrique, insistant sur les « bonnes perspectives » qui en découlent. Ce point de départ met en lumière une évolution significative dans les relations internationales du Burkina Faso, qui s'éloigne de certains de ses anciens partenaires occidentaux pour renforcer ses liens avec des puissances telles que la Russie. Ce changement stratégique, motivé par des besoins immédiats en matière de sécurité et de développement économique, illustre une reconfiguration géopolitique plus large sur le continent africain. Cependant, cette réorientation pose également des questions sur la dépendance vis-à-vis de nouveaux alliés et les conséquences à long terme pour la souveraineté nationale. Un des points saillants de l'interview est la priorité accordée à la défense et à la sécurité. Le président Traoré met en avant l'urgence d'acquérir du matériel militaire, soulignant que cela constitue une condition préalable au rétablissement de la stabilité dans le pays. Il évoque également des frustrations liées au comportement de certains anciens partenaires internationaux, qui auraient refusé de fournir une assistance militaire au Burkina Faso. Cette critique, bien que légitime dans le contexte des défis sécuritaires auxquels le pays fait face, révèle également la fragilité des alliances internationales lorsque les priorités des partenaires divergent. En outre, Traoré affirme que des équipements militaires étrangers se retrouvent entre les mains de groupes terroristes opérant sur le territoire burkinabé, une allégation qui soulève des préoccupations sur la circulation non contrôlée des armements dans la région sahélienne. Cela met en lumière l'importance de mécanismes internationaux plus stricts pour réguler le commerce des armes et éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. L'argument du président selon lequel le soutien exprimé par le peuple burkinabé à l'opération militaire spéciale menée par la Russie en Ukraine découle d'un droit légitime à l'expression mérite une attention particulière. Bien qu'il reconnaisse le caractère destructeur de toute guerre, il établit un parallèle implicite entre la lutte de son propre pays contre le terrorisme et les ambitions russes sur le front ukrainien. Ce positionnement, quoique compréhensible dans un cadre de coopération bilatérale intensifiée, risque cependant de polariser davantage les relations du Burkina Faso avec les nations occidentales, notamment celles qui soutiennent l'Ukraine. La diplomatie burkinabé devra donc naviguer avec précaution pour éviter de s'aliéner d'autres partenaires internationaux tout en consolidant ses relations avec la Russie. En termes de coopération économique, Traoré insiste sur des projets communs avec la Russie dans des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, les infrastructures et l'énergie. L'importance accordée à la construction d'une centrale nucléaire pour résoudre les problèmes d'électricité dans le pays est particulièrement notable. Cela reflète une vision ambitieuse pour le développement industriel et énergétique non seulement du Burkina Faso, mais aussi de la sous-région ouest-africaine. Toutefois, ces ambitions soulèvent également des questions sur les défis techniques, financiers et environnementaux liés à un tel projet. La coopération dans le domaine minier, associée à une éventuelle transformation locale des matières premières avant leur exportation, pourrait être un levier important pour l'économie burkinabé. Mais là encore, tout dépendra de la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des politiques efficaces et à éviter les pièges d'une exploitation minière non durable. Un autre aspect essentiel de l'interview concerne la guerre de communication et la perception internationale du Burkina Faso. Le président Traoré critique vigoureusement les médias occidentaux, accusés de véhiculer une image négative de l'armée burkinabé. Selon lui, ces médias participeraient à une « guerre » visant à discréditer son gouvernement et à saper les efforts de reconquête du territoire. Bien que cette critique puisse être perçue comme une tentative de rejeter toute responsabilité sur des forces extérieures, elle met également en lumière un enjeu réel, le rôle de la narration médiatique dans les conflits contemporains. La prolifération de désinformation ou de récits biaisés peut en effet influencer l'opinion publique et compliquer les efforts de stabilisation. Cependant, la censure des médias locaux ou étrangers, évoquée par Traoré comme une mesure de protection de la « vérité », soulève des inquiétudes sur la liberté de la presse et le droit à une information indépendante. Si ces restrictions sont justifiées comme étant nécessaires pour contrer la propagande, elles risquent néanmoins de miner la crédibilité du gouvernement et d'alimenter les critiques sur son respect des droits démocratiques. Sur le plan intérieur, le président aborde la reconstruction de l'armée burkinabé, un processus qu'il décrit comme crucial pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Traoré reconnaît les faiblesses structurelles héritées du passé, notamment les politiques de démilitarisation imposées par des programmes internationaux, qu'il considère comme ayant affaibli les capacités de défense nationale. Cette analyse met en lumière un dilemme auquel de nombreux pays africains sont confrontés: comment équilibrer les exigences de réformes structurelles souvent imposées par des partenaires internationaux avec les besoins de sécurité nationale. En reconstruisant son armée,
Le Burkina Faso semble vouloir s'affranchir de cette dépendance, mais cela nécessitera des investissements importants, une planification rigoureuse et une formation adéquate des forces armées. La coopération régionale occupe également une place importante dans la stratégie du président Traoré pour lutter contre le terrorisme. Il met en avant la nécessité d'une collaboration plus étroite avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, tout en suggérant des mesures audacieuses telles que la création de fortifications physiques le long des frontières pour empêcher les infiltrations terroristes. Cette approche, bien qu'inhabituelle dans le contexte africain, reflète une volonté de renforcer le contrôle territorial face à une menace transnationale. Cependant, elle soulève aussi des questions sur la faisabilité pratique et le coût d'une telle initiative, ainsi que sur son impact potentiel sur la libre circulation des personnes et des biens dans une région déjà fragilisée économiquement. Enfin, la question des élections prévues pour 2024 reste en suspens. Alors que le président affirme être optimiste quant à leur tenue, il est clair que cela dépendra en grande partie de la stabilisation de la situation sécuritaire. La transition politique au Burkina Faso est étroitement liée aux efforts de pacification et de reconstruction en cours. Toute instabilité prolongée pourrait compromettre non seulement les élections, mais aussi la crédibilité du gouvernement auprès de ses citoyens et de la communauté internationale. En conclusion, cette interview du capitaine Ibrahim Traoré offre un aperçu fascinant des défis et des opportunités auxquels le Burkina Faso est confronté dans un contexte de transition politique et de bouleversement sécuritaire. Si les ambitions du président en matière de coopération internationale